Yes, rebonjour à tous, en direct de la Cité de la Mer pour la première édition du Grand Océan où chercheurs, scientifiques vont débattre, parler, partager sur l'avancée de leurs recherches et surtout pour protéger au mieux notre planète bleue. Si vous venez d'arriver, bienvenue, je suis Stella Carpenter, je suis l'animatrice et je suis ravie d'être avec vous. On a commencé ce matin avec pas mal d'intervenants, on va continuer cette deuxième partie de matinée. Pour les personnes qui sont dans la salle, encore bienvenue. Les personnes qui sont avec nous en visio, coucou, vous pouvez interagir et réagir. Si vous faites des photos, des screenshots, si vous avez des questions, allez-y, c'est parti. Il y a un seul et unique hashtag à retenir, c'est le hashtag Grand Océan. Restez évidemment avec nous car tout au long de la journée, plein d'intervenants n'ont pas arrêté de défiler. Et surtout, il y aura un quiz aussi auquel vous allez pouvoir vous inscrire et tenter de remporter, bien évidemment, oui, les parapluies de Cherbourg. Et ce soir, on termine avec un magnifique visionnage du prix lauréat, le choix du public. Le documentaire en collaboration avec Netflix, c'est La sagesse de la pieuvre. Voilà, à 19h30, donc restez bien évidemment avec nous. Dans la salle, ça va toujours ? Ouais, ambiance de folie, super. Bon, vous savez quoi, on continue sur cette lancée cette fois-ci. On va faire des petites parenthèses un peu enchantées. On va vous raconter des histoires. C'est comme ça qu'on les a appelées. On repart en arrière et on en écrit d'autres ensemble. Dans cette fois-ci, dans cette séquence, c'est je vous raconte une histoire et le thème est vive le grand dauphin et la baleine. Qui de mieux pour en parler? Et ils jouent à domicile, mesdames et messieurs. Ils sont déjà là, hein. Ils sont là depuis toujours finalement. Avec nous pour en parler, Delphine Eloi, directrice du groupe d'études des cétacés du Cotentin, et son vice-président Gérard Moget. Vos applaudissements s'il vous plaît. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut voir si la première diapositive est fonctionnelle? S'il vous plaît, la régie. Ah bah super. Donc, après avoir voyagé aux quatre coins de l'océan grâce aux intervenants précédents, nous avons découvert la biodiversité marine. Nous vous proposons de faire une étape et de nous rapprocher de la Normandie et de faire un focus sur une espèce particulière, sur des espèces particulières que sont les cétacés. Ah, faut que j'oublie pas le petit bouton. Alors, au menu de cette présentation, comme on l'a annoncé, le Grand Dauphin et la Normandie, une histoire qui ne date pas d'hier, vous le verrez, et puis la baleine et l'allié du climat. On verra un peu comment elle peut être alliée du climat et comment on peut se mobiliser pour aider à la préservation de ces espèces. Quand on parle de dauphin ou de baleine, on ne pense pas spontanément à la Normandie ou même à Cherbourg. Et pourtant, ici, vous avez bien un grand dauphin à l'entrée du chenal du port de Plaisance de Cherbourg, avec la Cité de la Mer en arrière-plan. Et pour les sceptiques, je voudrais les rassurer, ce n'est ni un montage, ni un poisson d'avril. Cette photo a été prise au début du printemps. Et ce n'est pas un poisson d'avril, d'autant plus que les pêcheurs locaux, ici, les anciens pêcheurs locaux, appelaient les dauphins des pessons à queue plate, dont je traduis pour les Ourzins, des poissons à queue plate. Donc ici, toujours dans la rade de Cherbourg, avec quelques grands dauphins qui nous montrent leur nageoire dorsale. Si vous avez l'occasion, en sortant d'ici, vous mettez sur les quais de la Cité de la Mer, vous jetez un œil et peut-être vous aurez l'occasion d'observer des cétacés et aussi des phoques qui font quelquefois aussi l'honneur de leur visite. Là, un sportif, on appelle c'est un subadulte, hein, donc un jeune grand dauphin qui est aussi dans la petite rade de Cherbourg. Et qui, comme vous le voyez, est plein d'énergie. Et pour nous, cette photo est un peu symbolique, qu'on peut faire cohabiter activité humaine et espèces sauvages. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important, à condition que ces relations soient respectueuses. Et alors, avant d'aller plus loin, hein, ce grand dauphin, on fait un petit zoom sur l'espèce pour vous la présenter. Mais doit-on encore la présenter? Parce que je pense que vous la connaissez bien. Le grand dauphin, c'est cette espèce emblématique, star notamment de la série Flipper le dauphin ou du film Le Grand Bleu.
Mais alors pour les scientifiques, son nom c'est Tursiops truncatus, truncatus pour tronqué. Et c'est vrai qu'en signe distinctif, il a un museau assez court et assez large par rapport à d'autres cétacés, qui lui vaut aussi le nom de dauphin à gros nez, parfois, il est aussi appelé comme ça. Alors c'est une espèce de cétacé odontocète, donc cétacé à dents, contrairement aux mysticètes qui sont les cétacés à fanon. C'est un cétacé cosmopolite puisqu'on le retrouve dans toutes les mers du globe, tempérées, tropicales, à l'exception des hautes latitudes tout de même. Et puis, c'est un individu, une espèce longévive, puisque l'individu peut vivre jusqu'à 50 ans. Et en termes de taille, on est sur des animaux qui peuvent aller jusqu'à 4 mètres et peser près de 400 kilos. Donc on est déjà sur des belles bêtes. Alors, je vous propose un petit retour en arrière et revenir dans les années 95. J'étais en train de pêcher tranquillement au large du Cotentin, pêcher en bateau, lorsque tout d'un coup, un groupe de grands dauphins est venu s'immiscer au milieu de la pêche. Alors c'est vrai que ça a un peu affolé les poissons. Mais sur le bateau, ça a été un peu l'hystérie, puisque avec les amis avec lesquels j'étais, c'était la première fois qu'on avait l'occasion de rencontrer des grands dauphins. Donc on a coupé vite le moteur, on a observé, et pour moi, ça a été un vrai déclic. De pouvoir observer ces animaux, de les voir assez près parce qu'ils étaient curieux de nous autant que nous étions curieux d'eux. Et c'est à partir de ce moment que je me suis passionné pour ces animaux, pour étudier ces animaux, et que j'ai troqué ma canne à pêche contre un bloc-notes et un appareil photo. Puis en 97, avec un groupe d'amis, nous avons créé le groupe d'études des cétacés du Cotentin, avec comme objectif de mieux connaître les mammifères marins, de mieux les faire connaître pour mieux les protéger. Alors cependant, je pensais avoir été le découvreur de cette espèce en Normandie, mais ce n'était pas le cas parce que bien avant moi, il y a fort longtemps, le grand dauphin avait été déjà observé. Là, c'est une gravure d'une espèce, alors qui est le grand dauphin, qui à l'époque était appelé une oudre, et qui a été pêché au Tréport en 1551. Donc ça nous renvoie quand même quelques années en arrière. Et cette observation, nous la devons à Pierre Belon-Dumont, qui était Pierre Belon-Dumont, je vais y arriver, qui était un savant naturaliste de l'époque et qui a gravé dans l'histoire que voilà, son observation était la première de grands dauphins en Normandie. Et alors, le travail de Gérard a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, le GEC, c'est 3 salariés, avec une équipe de bénévoles et de stagiaires qui les soutiennent. Une de nos missions principales, c'est donc le suivi de la population de grands dauphins en mer de la Manche, de grands dauphins côtiers, mission qui nous est confiée par l'OFB et qui s'inscrit dans la directive cadre stratégie pour le milieu marin, donc à l'échelle européenne. Parce que les grands dauphins, en fait, sont des indicateurs du bon état écologique des milieux marins. Et donc vous avez à l'écran la carte de notre aire de jeu, on va dire, de notre aire d'études. On a déjà fait plusieurs typologies d'études, de la génétique, de l'acoustique. Gérard pourra vous en dire un petit mot après. Et on mène aussi fortement une mission d'éducation et de sensibilisation, parce que c'est vraiment essentiel. On l'a dit déjà à maintes reprises, les générations futures, c'est l'avenir. Il faut sensibiliser les gens à la préservation des mammifères marins et de leur milieu de vie. Alors là, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le terrain chez nous. Donc c'est d'abord de l'observation à distance pour éviter le dérangement. Pour ça, on est aidé de téléobjectifs qui nous permettent de faire des photographies assez détaillées, notamment des ailerons que vous voyez dans les catalogues. Donc on repère les groupes de dauphins majoritairement à leur nageoire dorsale, aux éclaboussures qu'ils font en sortant de l'eau. Et puis en mer, on essaye de relever un maximum d'informations sur ces groupes, la taille du groupe, la présence de jeunes, le comportement. Voilà, beaucoup de notes qu'on prend lors des relevés en mer pour après passer sur le volet études en bureau. Et donc pourquoi les ailerons des grands dauphins? Eh bien, tout simplement parce que c'est leur carte d'identité.
Chaque individu a un aileron caractéristique. La peau de l'aileron est très souple et en fait, c'est des individus très sociaux. Ils interagissent entre eux et se mordent, se griffent. Et au fur et à mesure, comme ça, tout au long de leur vie, ils vont acquérir des marques. Et c'est ça qu'on essaye de suivre. Et donc, on utilise la technique de la photo-identification, c'est-à-dire qu'on identifie le dauphin grâce aux marques, aux signes distinctifs qu'il a sur l'aileron dorsal. Et ces études en fait, nous permettent de suivre les individus d'année en année, comme ça en comparant les photographies et notre catalogue de grands dauphins, et après de faire des estimations de la taille de la population, de la structure sociale, où là on fait interagir aussi les modèles statistiques. Alors, je vais vous présenter Captain Crochet, alors un dauphin avec qui j'ai quelques affinités, puisque je l'ai photographié pour la première fois en juillet 1996, ce qui ne nous rajeunit pas. Et on l'a suivi comme pas mal de ses congénères. Il a été suivi régulièrement pendant de longues années. Et sa dernière photo date de septembre 2020, ce qui veut dire qu'on a pu l'observer et enregistrer sa présence sur les côtes normandes, voilà, pendant 24 ans, 2 mois et 10 jours. Alors peut-être que le record va être battu prochainement si on a l'occasion de pouvoir recroiser sa route d'ici peu. Mais c'est déjà un beau score. Tout ça pour vous montrer que ces espèces-là, elles sont intéressantes du fait qu'elles sont longélives et que le travail que nous menons s'inscrit dans quelque chose qui relève un peu de l'histoire naturelle. En fait, c'est du travail qui a été intéressant à condition qu'il soit sur le long terme. Et ce qu'il y a de particulier chez Captain Crochet, c'est que ces marques, en 24 ans, n'ont quasiment pas bougé. Ce qui est rarement le cas d'ailleurs chez les grands dauphins, où les marques évoluent assez régulièrement dans le temps. Celui-ci, il a quasiment pas bougé, ce qui est facile après pour faire le suivi et pour en faire l'étude. Alors justement, on va aller rapidement sur qu'est-ce qu'on a appris en 25 ans d'études. Je te laisse démarrer éventuellement. Voilà, donc on propose quelques questions auxquelles on va répondre. La première porte sur la particularité principale de cette population, c'est qu'elle est côtière et résidente. Ça veut dire que les animaux ont élu domicile ici. On soupçonne même que certains parlent le patois normand. Et on les voit tout au long de l'année, tout au long des années. Ils sont vraiment fixés sur un territoire qu'ils occupent régulièrement. Cette population semble génétiquement isoler d'autres groupes de dauphins côtiers en Europe. Alors, quelle est sa taille? Donc, on l'estime actuellement à environ 500 à 600 individus. Elle est assez stable, voire en évolution, en fait, ces dernières années. C'est pour ça que j'arrive à 600. Et puis, donc, du coup, ça en fait une des plus grandes populations de dauphins côtiers d'Europe. Son aire de répartition est représentée en orange sur la carte. Donc elle couvre le golfe Nord-Breton, le nord Cotentin, la baie de Seine occidentale, les îles anglo-normandes. Et ces animaux vivent principalement, ils sont principalement observés dans un isobate de 20 à 30 mètres. En fait, ils ne font pas très souvent dans les eaux plus profondes. Au niveau de la typologie de la structure sociale, c'est une société qu'on appelle fission-fusion, c'est-à-dire que les interactions entre eux sont assez aléatoires. On va avoir des groupes qui se constituent et qui se déforment tout au long du territoire de façon assez éphémère. Donc ils s'assemblent et ils se désassemblent sur le territoire. On peut avoir des groupes de 20 individus, un autre jour en croisée 80, 10, voilà, c'est complètement aléatoire. Alors, est-ce que cette population est en bonne santé? Alors, si on regarde les effectifs qui sont stables et les études qui portent sur le taux de survie, que ce soit des adultes ou des jeunes, voilà, on a plutôt des chiffres qui sont rassurants. Mais il y a un petit mais. Hop, si j'arrive à passer la diapo suivante. On les appelle ce sont des sentinelles du milieu marin, puisque ce sont des prédateurs supérieurs et des mammifères, comme les êtres humains. Et ils sont victimes aussi des activités anthropiques, donc des activités humaines.
Et on a quelques inquiétudes sur la pollution, en particulier sur les taux de PCB et de mercure, hein, qui sont pourtant interdits depuis plusieurs années, et aussi sur les phtalates et les composants perfluorés, donc qui ont été observés lors de campagnes de prélèvement qui ont été faites sur les individus qu'on connaît bien. Et tous ces toxiques, ils ne sont pas très bons pour la santé, même si on ne voit pas actuellement de conséquences directes. Mais on sait que ça a des effets sur ce sont les perturbateurs endocriniens, que ça a des effets sur la reproduction. Et que ce qui peut être inquiétant, c'est que si les cétacés qui nous ressemblent beaucoup ne vont pas bien, peut-être aussi que nous n'ira pas très bien non plus. Alors on va faire une petite parenthèse assez rapide sur la baleine et en quoi elle est reconnue comme une alliée du climat. Donc on en a déjà parlé dans les présentations précédentes, donc je vais aller très vite, mais donc la baleine est aussi un contributeur à la séquestration carbone, notamment du fait de sa taille et de son poids. Puisque du coup, une baleine peut permettre de séquestrer 33 tonnes de CO2 tout au long de sa vie. Et lorsqu'une baleine meurt, en fait, de façon naturelle, elle sombre au fond de l'eau. Et puis du coup, le CO2 qui est dans ses tissus reste piégé en fait, au fond de l'eau dans les sédiments. Alors ça, c'était une petite question, justement, on parle de gros cétacés. Là, est-ce que vous avez une idée du record de taille chez les cétacés et par quelle espèce il peut être détenu? Baleine, ouais, exactement, 33 mètres, la baleine bleue. Ce serait bien, on a des connaisseurs dans la salle. Et alors la baleine donc, permet de séquestrer du carbone d'une autre façon aussi. En fait, elle fait des mouvements verticaux, donc on appelle ça le phénomène de pompe de la baleine. Elle va se nourrir dans les profondeurs et lorsqu'elle remonte et donc du coup qu'elle émet des nuages de déjection, en fait, c'est riche en nutriments et ça permet d'alimenter le phytoplancton et donc elle contribue à la photosynthèse et à la libération d'oxygène comme on l'a vu hier, puisque le phytoplancton est un important producteur d'oxygène. Et elle a aussi, par un effet de migration, la même façon, puisqu'elle se déplace, elle va dans les zones de reproduction et elle permet de distribuer des nutriments dans les zones qu'elle traverse. Je ne vais pas en dire plus parce que le temps est écoulé. Donc ça, c'était une petite photo d'une belle baleine à bosse, juste pour vous dire que nous, on n'a encore pas rarement l'occasion d'observer des baleines, donc beaucoup de grands dauphins. Les baleines restent des observations très exceptionnelles chez nous et donc du coup on fait appel à un réseau régional d'observateurs des mammifères marins. Je ne sais pas si tu veux prendre la suite. Oui, lorsqu'on vous a montré l'aire de répartition de ces grands dauphins, la surface à courir est très grande. Et même avec beaucoup d'énergie et un bateau assez puissant, en fait, on n'arrive pas à tout faire tout seul. Et là, on a besoin d'aide et on fait appel à des bénévoles, on fait appel à des observateurs qui se promènent sur le bord de mer ou des gens qui naviguent en mer comme des plaisanciers. Et on leur invite à nous aider à faire l'inventaire des espèces. C'est tout simple, une fois qu'il y a une observation qui est faite, et les remonter via une application qui s'appelle Obs en mer. Et avec ça, on arrive à déterminer un peu plus précisément les espèces qui fréquentent le littoral. Le réseau régional d'observateurs, c'est aussi sensibiliser les gens au respect à la cohabitation avec la faune sauvage, comme on le voit avec le jeune phoque qui n'était pas échoué mais venu se reposer sur la plage. Et puis quelques exemples, Gérard, en quelques mots, sur des observations assez exceptionnelles qu'on a pu recenser. Voilà, pour revenir aussi du côté de Cherbourg, une baleine à bosse qui a été observée il y a 2 ans, juste en face la rade de Cherbourg. Une autre observation exceptionnelle, une orque, en baie de Seine par un pêcheur professionnel. Là, je voulais juste attirer votre attention sur le travail qui est mené en collaboration avec les pêcheurs professionnels, qui sont eux aussi des vrais sentinelles de la mer et qui nous aident au recensement des espèces.
Et donc, comme on a pu le dire, les observations sont collectées sur une plateforme qui s'appelle Ops en mer, à laquelle chacun peut participer, contribuer, et donc du coup collecter de la donnée sur les mammifères marins, mais aussi sur d'autres espèces. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation, mais l'histoire du grand dauphin et de la baleine alliée du climat continue. Il reste encore beaucoup de mystères à résoudre et beaucoup d'énergie à déployer pour préserver la biodiversité marine. Merci de votre attention. Et puis, nous serons présents demain à Saint-Val-la-Hougue, donc si vous avez l'occasion de passer par là, on pourra répondre à vos questions. Alors, n'oubliez pas de regarder la mer et d'ouvrir l'œil. Merci à vous. Merci beaucoup. Avant que vous nous quittiez, est-ce que vous pouvez rappeler le nom de l'application pour bien l'épeler, vraiment? On ne va pas le mettre sur un grand écran, mais le nom de l'application pour que les personnes puissent... en mer, OBS. OBS. Ouais. En mer. En mer. Observation en mer. OBS en mer, c'est noté, le rendez-vous est donné. Je vous remercie encore Delphine Éloi et Gérard Mauger et à très bientôt. On va suivre bien tout ce que vous faites, les études de très près pour le groupe d'études des cétacés du Cotentin. Merci beaucoup.